Aujourd'hui, nous sommes solidaires des 3 pays du Maghreb qui vont manifester donc, ce week-end pour la Tunisie. La Tunisie par laquelle le vent de la révolte a soufflé tente d'inaugurer une nouvelle page de son histoire, ou plutôt à renouer avec sa tradition réformatrice du passé. Je rappelle, la Tunisie a été le premier pays arabe à abolir l'esclavage, le premier pays arabe à adopter une constitution, le premier pays arabe a promulgué un code de statut personnel en 1956, garantissant les droits inaliénables de la femme, en particulier son droit au divorce, l'interdiction de la réputation et de la polygamie. L'unique pays arabe à octroyer les droits de vote aux femmes à l'année de son indépendance. Le premier pays arabe a légalisé l'avortement en 1973 et la première Ligue des droits de l'homme a été créée dans le monde arabe. Il y a encore quelques mois, lisant les pages de l'histoire tunisienne des années 1930, je me mettais à rêver de revivre cette période où les débats sans tabou étaient vifs et nombreux en Tunisie, sur tous les sujets, sur la laïcité, sur les droits des femmes, sur la religion. Et j'ai le sentiment que ce rêve se réalise en ce moment, en Tunisie. La Tunisie a retrouvé la liberté d'expression. De partout, les citoyennes et les citoyens se rassemblent pour débattre de quelle Tunisie ils veulent. Mais la Tunisie doit aujourd'hui faire face à ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la démocratie gagne. Je pense à ces milices nostalgiques de l'ancien régime qui tentent de semer le chaos. Un exemple visible en Europe. Vous avez entendu parler des migrants tunisiens arrivés en Italie. Comme par hasard, sur des barques libyennes. Les anciens de milices et les prisonniers de droit commun libérés par les milices tentent de faire croire que la révolution n'a pour résultat que le chaos. Et sur quoi ils fuient la justice en Tunisie. Mais les Tunisiennes et les Tunisiens continuent à ne pas être dupes et continuent à résister. Le samedi 19 février est prévue une marche pour la liberté, la laïcité et contre l'extrémisme religieux. Actuellement, une pétition intitulée « Revendication des femmes tunisiennes » proclame l'inscription dans la constitution tunisienne, égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris dans l'héritage, ainsi que la séparation du religieux et du politique. La laïcité est le meilleur garant des libertés, notamment les libertés religieuses. J'ai aussi une pensée à mes concitoyens juifs tunisiens. Ils vivent un moment d'inquiétude et d'incertitude, suite notamment à la manifestation antisémite qui a eu lieu la semaine dernière devant la synagogue de Tunis. Tout acte antisémite est à condamner sans réserve. Tout acte contre les juifs de Tunisie sont un acte contre la Tunisie. Rappelons que les juifs sont présents en Tunisie depuis 2000 ans. Ils ont contribué à la culture et à l'histoire de la Tunisie. Que des juifs tunisiens ont participé à la lutte pour l'indépendance de la Tunisie. Ils font partie de nous. Ils sont une chance pour la Tunisie. Leur patrimoine est une richesse pour la Tunisie. Ils sont comme tous Tunisiens des citoyens à pleine entière. Ils sont chez eux en Tunisie. Que nous souhaitons une Tunisie ouverte et plurielle. Des Tunisiennes et des Tunisiens marcheront samedi pour réclamer une Tunisie libre, laïque, refusant l'extrémisme religieux. Par la pensée, je suis avec eux. Au-delà de toute divergence, nous nous devons de nous solidariser auprès de nos frères combattants dans la rue au prix de sang versé et nous interpellant tous. Nous considérons que notre solidarité est essentielle et incontournable et le quasi seul moyen de leur tenir la main de l'autre côté de la Méditerranée. Notre engagement de soutien est aussi une obligation solidaire tant au peuple tunisien qu'algérien et marocain et que nous soutenons tous de la même façon dans tous ces combats et revendications. Oui, nous citons aussi le Maroc, région du Grand Maghreb, pour tous les points communs de ces combats au sein du Maghreb et du Moyen-Orient. Diplômés chômeurs, cherté de la vie, liberté d'expression en termes de presse et de citoyenneté, droits militants, droits associatifs en termes de DH, concernant le social, le politique, aussi le droit au travail dans toutes les règles élémentaires et de décence, justice, dignité, intégrité, identité. Nous venons d'apprendre ces dernières heures que des militants pour la journée du 20
février avaient été intimidés et molestés au Maroc. De même, plusieurs comptes piratés, bloqués ou déviés en termes d'information sur nos réseaux sociaux, support de nos militantismes respectifs et dont nous connaissons désormais l'importance sur le front de l'information au vu de ces dernières semaines. Nous nous rallions donc au mouvement du 20-2-2011, soutien totalement solidaire et partie prenante au mouvement actuel de toutes les régions du Grand Maghreb. Donc là, j'ai la déclaration de Ali Dia Abdelnour, donc c'est le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc il faut vaincre la peur qui demeure encore dans la société. Il faut donner la priorité à la question sociale, développer la solidarité avec les plus démunis, lutter sur tous les fronts, l'emploi, le pouvoir d'achat, la protection sociale. Un courant rassembleur et unitaire, novateur et constructeur est né. Il faut le consolider par un large consensus. 250 à 300 manifestants a dit la télévision algérienne qui a tordu les faits et occulté la réalité lors de la marche empêchée par la mobilisation de 30 000 policiers le 12 février 2011. Elle est celle du mépris des faits, de l'intoxication et de la manipulation de l'opinion. Elle ajoute à l'erreur d'analyse la contre-vérité. La télévision publique ne saurait être autre chose que la télévision des Algériens et des Algériennes et non celle du pouvoir. Ce qui importe, c'est d'affirmer avec force, clarté et précision sa mission de service public au lieu de la création audiovisuelle. Un espace de liberté ne peut exister qu'à travers la liberté d'expression, une presse libre et indépendante, une information de qualité, pas celle où le mépris et le dénigrement côtoient les louanges des pouvoirs politiques et financiers de qualité. Le pouvoir qui redoute les convulsions politiques et sociales a multiplié des gestes brutaux d'un ordre fondé sur de forces qui intimident et méprisent, traumatisent les marcheurs. La force est la seule, non de la politique du pouvoir qui est agressive et violente, utilise la violence inacceptable, intolérable contre les civils pour des motifs politiques. La libération du junte des tyrans et des despotes se fait par l'accélération de l'histoire qui est un danger pour tous les dictateurs. Une étincelle pourrait à chaque instant déclencher l'incendie. Dans un pays où le président de la République s'installe à vie au pouvoir, l'espace de liberté régresse. Le pouvoir qui prétend disposer des Algériens contre leur volonté ne gouverne pas l'Algérie, mais l'occulte. Il est convaincu de la nécessité pour régner de jouer des adversaires les uns contre les autres. Il décoche les flèches à coups de tirs nourris, continus, cinglants et volontiers provocateurs sur l'opposition. La méthode est simple, il fait peur pour imposer le respect. Il n'a pas su renouveler son logiciel idéologique, a perdu le contrat avec le peuple, s'est coupé d'une base populaire qui attend des réponses sociales. Il doit se dégarder dans la glace. C'est parce qu'il refuse de le faire qu'il a perdu la confiance du peuple. Il n'a pas pris en charge de façon concrète les problèmes vécus au quotidien par le peuple. Rien n'est plus dangereux que son maintien d'une pratique politique en discorde avec les attentes du peuple. La vie politique nationale se dégrade au point de se réduire à un sommaire affrontement entre d'une part le pouvoir personnel et d'autre part les tenants d'un régime qui exclut la liberté. Bouteflika est un président en sursis, dans un régime politique en sursis. Il a du pouvoir qu'il utilise pour imposer son image, contrôler les médias et tenir à l'écart l'opposition. Il n'y a pas de démocratie vivante sans contre-pouvoir et le premier d'entre eux est l'opposition. L'Algérie est en crise et les Algériens et les Algériennes veulent un président et un gouvernement de crise pour sortir de la crise. En se retirant du pouvoir, le président rendra un service précieux aux Algériens. Il va laisser la place au changement et à l'ouverture, même si pendant près de 12 ans, il a imposé son unique et implacable volonté à tout le pays. Il existe dans l'opinion publique une très forte volonté de changement qui incarne la jeunesse.
De nombreux intellectuels qui ont fait l'art de dire sans dire, tout en disant et observent la réalité du Balkan, doivent descendre sur le terrain. Le pouvoir est fermé et la nouvelle génération politique qui est oubliée, délaissée, méprisée. La jeunesse doit se mettre en ordre de bataille pour exercer le pouvoir national comme au moment clé de notre histoire. Il ne faut plus parler des acteurs du pouvoir finissant, mais de ceux du pouvoir à venir. Il faut installer à la tête du pays un leader jeune d'une grande ouverture et d'une grande tolérance, ayant une relation forte avec les Algériens et les Algériennes. Rien n'est plus contre-productif pour un pouvoir qui a perdu sa légitimité et sa crédibilité que des frustrations, des ressentiments, les peurs et les soupçons du peuple. La société est conduite vers une régression sans précédent de l'état de droit. Si l'on veut gagner, il n'y a qu'une solution, c'est l'union à la base pour vaincre la résignation et s'occulter les vrais problèmes du pays.